Salaire, pouvoir d'achat, argent, fric, thune, pognon, les mots et les expressions ne manquent pas. Mais derrière ceci, comment considère-t-on nos rémunérations? Faut-il les augmenter? Et surtout, les plus basses d'entre elles, le fameux salaire minimum. Bienvenue sur BX1, c'est votre émission de débat. À combien fixer le montant du salaire minimum en Belgique? Il paraît que la question fâche jusqu'au sein du groupe des 10 qui réunit patrons et syndicats. Et du côté des syndicats, eh bien, la FGTB organisait justement cette semaine à Bruxelles une action. Vous voyez les images en ce moment. Ils étaient un petit millier à se réunir dans la capitale pour demander quoi? Eh bien ceci. Il n'est plus acceptable que les gens puissent vivre avec le peu qu'on a. Donc on voudrait une revalorisation des salaires minimums. Moi, je travaille essentiellement dans la branche des aides familiales et on est un métier en pénurie justement parce que le salaire minimum n'est plus assez attractif que pour trouver des gens qui veulent bien venir travailler dans cet emploi. J'entends de ci, de là certains qui se permettent de nous expliquer que mettre des salaires minimums à 14 €, c'est risquer de mettre en péril la situation économique des entreprises. En citant des exemples fallacieux, c'est évidemment totalement faux. Dans tous les pays où il y a eu un relèvement du salaire minimum, ça n'a ni eu comme influence négative sur le salaire, mais ça a eu une influence sur la consommation directe. Et Robert Verteneuil qui faisait référence à un communiqué de presse de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Je vous propose de lire en partie en tout cas ce communiqué qui nous dit donc des salaires minimums trop élevés constituent une entrave à l'emploi privé. Une augmentation trop importante des salaires minimums génère des pertes d'emploi. Le même communiqué ajoute « Nos salaires minimums sont déjà relativement élevés par rapport à ceux d'autres pays européens. Ainsi, le salaire minimum belge compte aujourd'hui parmi les plus élevés d'Europe. » Et on revient donc en direct dans le studio de Versus. Jean-François Tamellini, pourquoi, d'après vous, faut-il augmenter le salaire minimum? Et il devrait être de combien ce salaire pour le syndicat socialiste? Écoutez, nous on part de deux constats objectifs. Le premier constat, c'est qu'avec un salaire inférieur à 14 € de l'heure, la fin de mois, c'est à partir du 10 du mois. Et encore, il ne faut pas devoir se soigner et avoir des dépenses exceptionnelles. Deuxième constat, c'est l'injustice sociale qui est derrière tout ça. Quand on regarde l'évolution des salaires minimums, et pour contredire ce que M. Timmermans se permet de dire, l'évolution des salaires minimums, sur 20 ans, l'évolution c'est 3,5% hors inflation. Sur 20 ans, 3,5% d'évolution de salaire minimum. Sur un an, l'évolution des salaires, des revenus des patrons du BEL 20, entreprises cotées en bourse, c'est 13%. Sur un an, 13%. Et donc il y a une injustice sociale qui se cumule au fait qu'on ne peut pas vivre dignement avec moins de 14 € de l'heure. Et donc c'est pour ça que nous considérons que notre combat est juste et légitime et que lorsqu'on nous propose une pièce de 10 cents, on nous lance une pièce de 10 cents comme augmentation du salaire minimum, on trouve ça totalement indécent et évidemment on estime qu'on doit mener ce combat jusqu'au bout. Pierre-Frédéric Nist, qu'est-ce qui est supportable pour les entreprises? Vous siégez au groupe des 10, sans dévoiler le secret, mais vous pouvez quand même, je vous prends en direct, mais vous pouvez quand même nous dire un peu ce que les patrons sont prêts à donner en plus et de quelle manière. Parce qu'on va voir aussi dans le débat que, il y a l'augmentation du brut et du net, l'un et l'autre ne sont pas forcément liés. Alors, je crois qu'il faut représenter un petit peu les choses en faisant un petit rappel historique. On a commencé à discuter la question des salaires avec deux sujets. Le premier sujet, c'était la norme salariale, qui est déterminée, alors ça peut faire l'objet d'un débat, on est d'accord, qui est déterminée d'une certaine façon. Et il y a d'abord cet aspect-là. Nous ne sommes pas tombés d'accord, parce que la FGTB n'était pas d'accord, nous ne sommes pas tombés d'accord sur cette norme salariale. C'est le gouvernement qui a dû la fixer. Ensuite, il était prévu qu'on travaille sur le salaire minimum en 2 temps. La première chose, c'était une augmentation à partir du mois de juillet d'un montant de 1,1, ce qui correspondait à la norme salariale, mais qui était appliqué au bas salaire. Du salaire brut ou... Alors, attendez, d'abord, sur cet aspect-là, ça c'était une première phase. Ça touche 97 000 personnes. Ce premier pas a été refusé par la FGTB, qui a dit, c'est pas assez, remettant en cause la loi de 96 qui fixait la norme salariale, et en disant que, de toute façon, cette première phase n'allait sans doute pas aboutir à une deuxième phase plus forte. Je pense que c'est là le problème. C'est que nous,
pour être très clair, à UCM, pour les indépendants et pour les employeurs dans les PME. J'ai entendu M. Tamellini parler de patrons du Belvinte. Ça ne nous touche pas. Pour nous, nous constatons, dans des secteurs pour lesquels il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, nous constatons que les patrons sont prêts à augmenter le salaire à la condition... Ils sont prêts à augmenter le salaire brut ou ils sont prêts à payer moins de charges pour que le travailleur ait plus de net? Il faut travailler sur le pouvoir d'achat. Et là, on se rejoint. Il faut travailler sur le pouvoir d'achat. Il faut travailler sur le salaire net, le salaire en poche. Donc, on a compris. Mais vous êtes prêt à payer moins d'impôts? Mais c'est plus subtil que ça. Si les patrons pouvaient dire « nous prenons un montant, on le donne aux travailleurs et ce que l'on donne, c'est ce qu'il a en poche directement », je pense que tout le monde est content. Le problème, c'est qu'on est en Belgique et que quand on veut sortir un montant en net pour le travailleur, ça coûte bonbon pour l'employeur. Et c'est ça qui fait que le débat doit trouver un terrain d'entente sur ce qu'on appelle les compensations. Il faut que dans les secteurs que nous représentons, où il y a des marges de manœuvre très faibles, il faut éviter que ça coûte trop cher. Vous aurez encore la parole. Mais Yann de Brabanteur, ce qu'on entend souvent du côté patronal, c'est que finalement, le salaire brut, ce n'est pas tout ce que doit payer le patron. Il y a encore d'autres charges supplémentaires. Alors, est-ce qu'on a encore de la marge dans nos entreprises pour augmenter le salaire des travailleurs, je veux dire de manière brute, donc sans toucher sur la fiscalité, qui est d'un ressort politique même? Oui, je ne peux que répéter ce que mon collègue en plus court, en plus simple, s'il vous plaît, alors. Pardon? En plus simple, le moins technique possible, s'il vous plaît. Oui, mais effectivement, vous parlez, est-ce que vous voulez payer moins de taxes? Ce sont les charges sociales où il faut diminuer, effectivement. Il faut travailler sur le pouvoir d'achat. Mais je crois qu'on fait maintenant semblant qu'il y a de l'actualité en demandant une augmentation de salaire, des salaires minimums. Pour nous, ce sont des revendications de la FGTB qui sont connues et qui datent effectivement de l'accord AIP où la FGTB n'a pas voulu signer. Et on rappelle quand même que tant la FGTB ne rejoint pas les autres syndicats et les patrons pour signer. Voilà, je rebondis là-dessus. Jean-François Tamellini, vous vous positionnez par rapport aux élections sociales qui sont Oui, mais on parle de 10 cents. Mais il y a 18 € par mois qu'on perd tant que cet accord n'est pas. D'abord, pourquoi la FGTB a dit non? Pourquoi la FGTB a dit non? On nous a dit, certains nous ont dit, c'est mieux que rien. Nous disons, c'est moins que rien. Et on en a marre qu'on considère les travailleurs et les travailleuses comme des moins que rien. 10 cents, une pièce de 10 cents, c'est une insulte, c'était indigne. Pourquoi nous avons dit non? Et pourquoi nous avons eu raison de dire non? C'est parce que justement, et vous êtes au groupe des 10, donc vous le savez, c'était 1,1% la base. Le nom de la FGTB a fait quoi? A permis d'évoluer vers 3,5%. Aujourd'hui, on ne parle plus de 17 €, on parle de 55 € par mois, ce qui est autre chose. Mais le chantage que la FEB et que d'autres ont mis sur la table, c'est de dire, OK, 3,5%, donc il y avait des marges, et là, brut net, effectivement, on peut y revenir. Nous défendons le brut, et je dirais pourquoi, si on a le temps, mais nous avons eu raison de dire non, parce que la marge est maintenant de 3,5%, mais chantage de la FEB qui nous dit, attention, si vous voulez les 3,5%, vous devez accepter que, le fameux article 39 terre, on ne rentre pas dans le détail, mais ça veut dire quoi? Que les travailleurs financent eux-mêmes leur formation en ponctionnant sur leur préavis s'ils sont licenciés. Alors, c'est totalement imbuvable. On comprend votre vue, c'est dire on doit aller parfois au bras de fer pour faire bouger les lignes. Ayad El Hachouch, vous êtes sociologue, vous connaissez bien le milieu de l'entreprise. Est-ce que, de votre expérience, c'est dans le conflit qu'on dégage les accords qui finalement bénéficient à la masse des travailleurs, si je puis dire? Non, comme dans d'autres situations, ce sont même aussi dans le niveau politique, chacun a ses stratégies, mais de manière objective pour poser le débat. La pauvreté des travailleurs, ça concerne plus ou moins 5% des travailleurs. C'est plus ou moins 250 000 personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le seuil de pauvreté en Belgique, il a été situé à 1 190 € net. Aujourd'hui, le plus bas salaire est à 1 590 brut. Ah oui, et donc ce qu'on veut dire, c'est que finalement, le plus bas salaire n'est pas suffisamment élevé, vous dites, par rapport au niveau de pauvreté? En tout cas, dans ce secteur-là des 5%, effectivement, il y a un risque de pauvreté, mais ce n'est pas la seule solution que d'augmenter le salaire. Il y a différentes pistes, et je pense que la piste de pouvoir jouer sur la taxation au niveau des employeurs est intéressante pour deux raisons. Parce que, en fait, la pauvreté des travailleurs, ce n'est pas seulement dû au fait que le salaire n'est pas assez haut. Il y a des conjonctures sociologiques qui font qu'aujourd'hui, cette masse de travailleurs est plus pauvre. On a vu à Bruxelles, depuis 15 ans, par exemple,
le logement, la partie logement des personnes a augmenté de 20%. Ouais, la part de logement, donc la partie de leur salaire qui permet de payer un emprunt ou un loyer. Il y a des situations sociales comme la monoparentalité qui a accentué la pauvreté des travailleurs. Et donc il y a des situations sociales, il y a des situations économiques qui, quand elles se combinent, on a aujourd'hui 5% des travailleurs qui sont en difficulté. D'après vous quatre, à partir de quel stade un salaire trop bas est finalement un piège à l'emploi et fait qu'un travailleur se dira, mais moi, vu ma situation, il vaut mieux que je reste au chômage ou que je bénéficie d'une forme d'aide sociale. Quel est le stade ? Est-ce qu'on n'est pas proche d'un stade de bascule ? Parce que ça aussi, c'est un argument pour élever les salaires minimums. Alors, si vous me le permettez, je ne vais pas donner un montant comme ça parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la situation familiale, ça dépend du lieu, du déplacement éventuel pour aller travailler. Ça dépend de on beaucoup reviendra d'éléments. sur la différence entre Bruxelles et les autres régions. J'ai des questions là-dessus. Par contre, un élément qui est vraiment fondamental, c'est qu'on doit tous retrousser nos manches pour éviter les pièges à l'emploi. Hein, et donc voilà, quelque part, des salaires minima bas, c'est intéressant pour les entreprises parce qu'elles ne se saignent pas à payer, mais c'est aussi... Bien sûr, mais donc ça veut dire que la valeur travail doit être encouragée. Il est préférable de travailler. Pas nécessairement. Et c'est un constat, ce n'est pas dogmatique, c'est un constat. La valeur travail doit être respectée et doit être encouragée. Et donc il faut tout mettre en place pour que les gens puissent s'épanouir dans un travail, avoir un travail qui fait qu'ils sont dans une situation qui est préférable à la situation sans emploi. Et ça, c'est un souhait. Nous sommes demandeurs de ça, mais pas à n'importe quel prix pour les petites entreprises. Oui, c'est tout. Tout est dans la définition travail de qualité, emploi de qualité. Jean-François Tamellini, juste une question, parce que vous disiez, nous préférons une augmentation du salaire brut, et là, j'imagine que c'est quelque chose qui coince côté patronat. Alors, quels sont vos arguments pour dire, mais voilà la raison pour laquelle nous estimons que les entreprises peuvent financer des salaires bruts, donc on dit bien la facture pour l'entreprise serait plus élevée. Ce n'est pas une différence d'impôt qui ferait qu'à un moment donné, l'État empoche moins et le travailleur plus. Ce n'est pas une question de peuvent, c'est de doivent. Ouais. Parce que le salaire brut, c'est le salaire qui appartient au travailleur, qui est versé par l'employeur. Et donc, sur votre fiche de salaire, vous avez votre montant net. Et le brut, le reste, c'est les cotisations sociales. Nous appelons les cotisations sociales, pas les charges sociales, qui financent notre Sécu notamment. Or, notre Sécu, si vous tombez malade, si vous avez un accident de la vie, si vous voulez une pension, il faut la financer. Et donc, évidemment que nous continuons à défendre le salaire brut. Est-ce qu'il y a des marges ? Évidemment qu'il y a des marges. Il y a des marges à trouver. Et là, on doit être inventif. On doit être inventif. On ne doit pas faire peser sur les plus faibles. On doit trouver des marges. Les 30 milliards de fraude fiscale, on les cite tout le temps. Pour les pensions, on les met à plusieurs sauces. Mais ces 30 milliards de fraude fiscale, travaillons là-dessus, essayons de récupérer, et je ne vise pas les petits indépendants, je défends les petits indépendants. Mais par contre, ceux qui ont des marges énormes, l'évolution des dividendes aux actionnaires, je suis désolé, c'est un constat objectif. Il n'y a pas beaucoup de fraude fiscale dans les dividendes, ça c'est du... écoutez, sur une plus-value, quand vous revendez une action, vous payez combien ? 0%. J'ai pas d'action. 0%, si vous en aviez. Oui, mais on ne parle pas de fraude. La fraude, c'est quelque chose qui est Alors, caché. Évidemment, la fraude fiscale, c'est autre chose. Mais je dis simplement que sur la fiscalité, nous devons être inventifs et ne pas faire peser sur les plus petits, ni sur les petits indépendants, ni sur les travailleurs-travailleuses, mais trouver des formules qui nous permettent de soulager ces montants-là. Mais je répète que le brut est essentiel parce que ça finance et les services publics et la sécurité sociale qui est nécessaire. Je pense, employeurs et travailleurs, on est conscient de ça. La chose, il y a moyen d'être créatif encore, on peut chercher ailleurs autrement. En fait, dans ces secteurs-là où le salaire minimum est le plus bas, sont souvent des secteurs d'emploi. Lesquels ? C'est par exemple l'ORECA, c'est les petits commerces, les ateliers protégés, tout ça. Ce sont des secteurs où il y a trop de demandeurs d'emploi pour d'offres. Alors, l'autre solution qu'on peut proposer, c'est il y a un tas de métiers en pénurie aujourd'hui. Et pas seulement, il ne faut pas un diplôme universitaire, il ne faut pas un graduat, ou avec une formation très courte, vous pouvez avoir un salaire beaucoup plus important. Et donc, c'est pour ça, la question de l'offre de la demande a toujours été une tension sur le marché de l'emploi. Et une solution parmi celles qu'on a citées, c'est aussi d'amener un certain nombre de travailleurs vers des emplois qui peuvent être plus valorisants pour eux et au niveau salaire également. Yann de Brabanteur, je pense que sur le fait de bien former et d'amener les personnes vers les filières où on manque de main-d'œuvre, là-dessus, il y a consensus. Mais l'augmentation du salaire brut, c'est un tabou pour les employeurs. C'est quelque chose que les entreprises ne peuvent pas supporter aujourd'hui. Je veux dire, ne peuvent pas supporter financièrement. Ça cadre dans tout. J'ai parlé de l'accord interprofessionnel, ça faisait partie, le dialogue doit se faire là, et je crois qu'il faut éviter un dialogue de sourds également, parce que les employeurs sont tout à fait prêts à revoir tout le marché de l'emploi également, à discuter avec les syndicats pour trouver des solutions, par exemple, aux métiers en pénurie. Mais quand on parle, vous avez fait référence
au communiqué de presse de la FEB, effectivement, il y a des exemples en Europe, en Espagne par exemple, on a considérablement augmenté les salaires minima avec un résultat néfaste. 200 000 emplois ont été perdus. C'est un exemple. Exemple contesté par la FGTB. Nous avons vérifié, parce qu'effectivement, M. Timmermans cite ça. 22% d'augmentation du salaire minimum en Espagne. Quels sont les résultats? L'emploi cité par Timmermans, c'est quoi? C'est l'emploi saisonnier. Et donc, c'est un effet saisonnier ici sur le tourisme. La tendance de l'emploi en Espagne, elle est croissante constamment. Le taux de croissance, l'activité économique du pays est hyper positive. Et donc, sur l'aspect économique du salaire minimum, socialement, je vous l'ai dit pour qu'on le défende, économiquement, est-ce que c'est intéressant pour nous tous, pour le pays? Oui, c'est intéressant. Stiglitz, prix Nobel d'économie, la Fed, la banque américaine le dit, l'OCDE et la Commission européenne en novembre, lisez la lettre économique novembre de la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle dit? L'augmentation du salaire minimum a un impact sur la demande intérieure, parce qu'on vise des gens qui ne vont pas placer leur argent à l'étranger, ils vont consommer ici, et c'est positif pour l'économie du pays. Donc, économiquement, socialement, on doit discuter de ça, et venir sur ce terrain-là qui sont... Je crois que les employeurs sont prêts à discuter sur des augmentations dans un contexte de marché de l'emploi qui peut fonctionner. Si on parle ici de 14 € de l'heure, on parle d'une augmentation de 45%. Je ne crois pas que c'est raisonnable. C'est peut-être demander 45 pour en recevoir 20, mais je crois qu'il faut revenir autour de la table. Vous trouvez qu'1% c'est raisonnable? Vous trouvez que 10 cents c'est raisonnable? Lorsqu'on a un salaire minimum à 9,68 € de l'heure. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est maintenant Par palier. 10%, ça coûte 223 millions d'euros. Qui a été conclu et qui signifie que tous les gens qui attendent de gagner 18 € par mois en plus, ils ne les ont pas. Alors, on parlait justement du salaire. On s'est posé la question avec ma collègue Béatrice Broutou. On est allé dans les rues de Bruxelles et on a demandé à quelques Bruxellois qu'on croisait combien ils estiment devoir gagner pour pouvoir faire face à tous leurs besoins. Écoutez leurs réponses. Pour vivre décemment avec les factures, pouvoir se faire plaisir et tout, 1500, je trouve, minimum. Et ça permet de couvrir un peu tout? Ça permet de payer les factures et de se faire plaisir, je trouve. Il y a plusieurs calculs qui rentrent en compte, c'est difficile de répondre juste comme ça. Pour un ménage isolé, je trouve pour être quand même assez tranquille, 2000 € c'est déjà bien, au moins. Ça permet de couvrir quoi ça? Les dépenses de base et quand même pouvoir se permettre, en économisant un minimum, au moins une vacance par an. Je voudrais que les salaires moyens soient au moins aux alentours de 2000-2005, quoi. Ce qui n'est vraiment pas la situation globale pour les salaires moyens en Belgique. 2005 net. Ça c'est pour une personne seule ou pour une famille? Pour une famille. Et ça permet de couvrir les frais, vous diriez? Ça permet de couvrir les frais, oui. Avec quelques réactions qu'on a récoltées. Je pose la question à la cantonade, est-ce que ces Bruxellois, ce n'est pas une étude scientifique, c'est un micro-trottoir comme on dit, mais est-ce qu'ils sont gourmands ou est-ce qu'ils sont réalistes? Qui veut réagir à ça? Il y a plusieurs situations, donc il y a une action très gourmand apparemment et d'autres pas du tout, pas assez. Mais est-ce que quelque part, vous qui êtes sociologue, la rémunération, c'est quelque chose d'important pour l'acceptation sociologique? Quand on dit de quelqu'un qu'il gagne bien sa vie, on a tendance à dire qu'il a au moins réussi sa carrière. Est-ce qu'on a des... Quel est l'avis de la sociologue là-dessus? Bon, après, les critères de valorisation personnelle et sociale, ça peut être, c'est géométrie variable, pardon. Il y a différents paliers. Il y a le palier de pouvoir vivre, comme dit la loi sur les CPS, une vie conforme à la dignité humaine. Une fois qu'on a atteint ce palier-là, est-ce qu'on a un palier où on peut vivre convenablement, avoir des loisirs, partir en vacances, etc. Mais on sait très bien qu'au bout d'un certain seuil, l'adage le dit et c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, vous pouvez gagner 10 000 €, 20 000 € par mois, mais si à un moment donné, vous n'avez pas les critères personnels qui font que... Et c'est franchement, d'un ménage à l'autre, d'un homme ou une femme, je vais peut-être dire quelque chose de très stéréotype. Allez-y. Voilà, je vais me permettre. La valorisation financière est très importante chez la part masculine, je vais le dire comme ça. C'est quelque chose qui rentre dans des critères de valeur personnelle. Peut-être la femme va moins regarder de ce côté-là en termes de valeur personnelle, je veux dire, par rapport à sa vie, vivre une vie conforme à la dignité humaine, etc. Ça mettre en valeur peut-être d'autres éléments. Je me tourne vers les patrons. Est-ce que des travailleurs qui viennent en disant « mais nous, on a des demandes », ces gens-là, vous les auriez engagés, vous, ceux qui disent « tiens, moi, je voudrais gagner au moins 2000, au moins 2500 net par mois » Tout dépend des compétences et
et de la valorisation du travail également. Hein. Je crois que les patrons, et surtout à Bruxelles, les métiers en pénurie le demandent, connaissance de langue, nous obligent déjà d'augmenter les salaires vis-à-vis d'autres régions en Flandre ou en Wallonie. Hein. On parle de 20-25% de plus à Bruxelles qu'en province. Ouais, Pierre-Frédéric Nys, vous voyez cette différence entre les régions bruxelloises et la région je wallonne? voulais un peu réagir par rapport à ça aussi. Alors, le salaire dans la discussion pour une embauche, il est fondamental, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul critère. Et on constate qu'on a des gens qui, peut-être un peu plus loin dans la carrière, disent, tiens, je change d'activité, je gagnerai peut-être moins, mais je vais peut-être plus m'épanouir là-dedans. Et donc, il y a toujours un équilibre à avoir. Et au niveau des jeunes, aujourd'hui, le gros salaire, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, c'est pas ça, mais c'est peut-être pas le critère le plus fondamental, l'épanouissement avec un travail qui est conforme à leur mode de vie notamment, c'est quelque chose qu'on rencontre quand même de plus en plus aussi. Mais je ne veux pas dire que le salaire n'est pas un débat quand même. Jean-François Tamellini, c'est un dialogue qui est faisable quand on est alors on a interrogé là des jeunes, mais pas que. C'est facile d'aller trouver un employeur et de dire tiens mais moi je veux gagner mieux ma vie, j'estime que je gagne pas assez bien. Ça se fait parfois hors conflit, hors grève, hors tension? Écoutez, vous savez, à la FGTB, on est confronté à la réalité. Je ne sais pas de quoi on parle ici, et ça me fait bondir quand vous dites, madame, que les femmes seraient moins sensibles à l'aspect... Elle a été prudente, elle a dit, je vais peut-être... Oui, mais ça me fait bondir, parce que la réalité, c'est pas ça. Sur les 250 000 travailleurs, travailleuses que vous citez, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, en dessous de 1 190 € par mois en tant qu'isolés, il y a énormément de femmes. Là, qui... je parlais plutôt des femmes en entreprise. Hein. On sait que la valorisation en entreprise... Mais on parle de femmes qui travaillent. Je vais faire une petite parenthèse. En fait, quand les femmes qui demandent une augmentation d'entreprise sont plus rares que les hommes. C'est connu. Alors, est-ce que c'est une question je parle de manière générale. Je ne parle pas des 5% où on est sur un seuil minimal. Ok, mais donc on a intérêt à syndicaliser autrement et avoir plus de femmes à la tête des syndicats parce que je pense qu'il y a une question de peur ou de contexte qui est épouvantable. Et donc je fais mon propre mea culpa. Nous devons fonctionner autrement. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont dans les secteurs titres services et de ménagères qui sont à 1 000 €, 1 100 € par mois et qui c'est insupportable. Et donc oui, évidemment que le salaire est essentiel. On doit en discuter, il y a un dialogue qui est nécessaire, mais il y a un seuil de dignité en dessous duquel on ne peut pas descendre et malheureusement on l'a franchi. Le gouvernement précédent il fait que le seuil de pauvreté a été explosé à cause de ce gouvernement. Très très brièvement, sur les salaires minimums, entre les syndicats et M. Nys qui participe au groupe des 10, la situation est bloquée. Vous espérez arriver rapidement à quelque chose qui fasse consensus? Je vous pose la question avant qu'on passe à autre chose dans le débat. Alors, de façon très claire, je suis optimiste de nature, donc j'ose espérer que la situation n'est pas définitivement bloquée. Je voudrais vraiment qu'on puisse revenir à table, que la FGTB puisse revenir, puisque c'est elle qui est partie, à la table des discussions. Et ce qui est fondamental, c'est que la question, le débat sur les salaires doit rester au sein du groupe des 10 et ne pas quitter Jean-François Tamellini, on peut envisager une reprise des discussions sur le salaire minimum ou bien la FGTB est déterminée et n'ira pas en dessous de son minima actuel? Donc on n'a pas quitté le débat, on a poussé plus loin le débat. Et donc les 3,5%, c'est la FGTB qui les obtient. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y aura rien. Si vous c'est parvenez, 18 € par mois par travailleur qui sont perdus. À faire tomber ce chantage odieux sur l'article 39 ter, oui, nous pouvons avancer sur les 3,5% qui sont une première étape. Et donc c'est par étape. Mais faites tomber ce chantage de la FEB qui est de dire il faut que les travailleurs et travailleuses financent eux-mêmes leur formation sur leur préavis, c'est insupportable. Et on suivra vos discussions au groupe des 10, mais on en revient, mesdames, messieurs, à l'argument recevable. On vient de débattre pendant plus de 20 minutes. Y a-t-il un argument que vous trouvez recevable du côté opposé de la table, Yann de Brabanteur? Je crains tout simplement que cette discussion va encore continuer tant que les élections sociales ne sont pas... D'accord, mais est-ce qu'il y a un argument recevable dans ceux avancés par Jean-François Tamellini sur l'augmentation du salaire brut, Oui, dans un contexte global, quand on discute vraiment sur la redéfinition, redessiner le marché de l'emploi, on peut certainement inclure cet élément. Frédéric Nys, très brièvement aussi, un argument recevable? Oui, tout à fait. Monsieur Tamellini a fait comprendre qu'il avait parfaitement compris qu'il ne fallait pas se tromper de cible, qu'il y avait les grandes entreprises et qu'il y avait
les plus petits, les indépendants, les PME, où c'est franchement plus difficile que dans les grandes entreprises. Jean-François Tamellini, un argument recevable du côté patronal? Moi, c'est l'appel au dialogue et le fait de faire refonctionner la concertation sociale, une vraie concertation sociale et pas uniquement des concessions, c'est se mettre autour d'une table, discuter et avoir ce dialogue qui est constructif. Ayatel Achouch, l'experte, la sociologue, l'argument le plus recevable de ceux que vous avez entendus autour de la table. Je vais dire que les deux sont recevables et chacun devra faire une part du chemin pour aboutir. Merci à tous les quatre d'être venus. La semaine prochaine, un autre débat, toujours en direct sur BX1, c'est Versus.